Salut les footix et bienvenue dans la VAR. Avec Daniel, mon coéquipier, on est très heureux de vous proposer un nouveau concept d'interview foot qu'on a pensé comme la boîte à souvenirs du foot français. À chaque épisode, on va recevoir et se replonger dans la carrière d'un joueur emblématique de notre bonne vieille Ligue 1. Et pour matérialiser, symboliser les grandes étapes de la vie de footballeur de notre invité, on va s'appuyer sur les maillots qu'il a portés en club et en sélection. Et pendant une trentaine de minutes, on va essayer de parler de plein de choses. Des débuts professionnels de notre invité jusqu'à sa première sélection, ses premiers buts en professionnel, la course au maintien, la course au titre, les palmarès, les dirigeants emblématiques, les personnes qui l'ont construite et aussi le rapport aux supporters. On va essayer de tout aborder. Et pour ce premier épisode, on est dans une ville où on n'aime pas trop le foot. Fallait bien commencer quelque part en même temps. Non, on est à Marseille, une ville où on vit foot, dort foot, mange foot, boit foot, bref, t'as compris. Et on est reçu par un joueur qui n'a pas joué à l'OM mais qui vit ici depuis quelques années. Il est l'un des symboles de l'excellence française en matière de formation, passé par l'INF Clairefontaine, formé à la Jaunelière du FC Nantes. Il est champion de France, double vainqueur de la Coupe de France. Les fidèles de RMC Sport, vous connaissez forcément sa voix, son visage, sa chevelure très soignée, assez iconique. Notre premier invité, vous l'avez peut-être reconnu, c'est Sébastien Piocel. Allez, venez avec moi, on rentre au vestiaire. Bonjour Sébastien, merci beaucoup d'être le premier invité de la VAR, d'inaugurer ce nouveau rendez-vous. Tu nous reçois ici à Marseille, on est dans les locaux de l'ASPTT, qu'on remercie aussi vraiment beaucoup pour leur accueil. On est à 2 pas du Vélodrome, c'est un spot très chouette. L'idée de la VAR, comme tu le vois, on a déjà vu quelques maillots derrière. Normalement, ça devrait te rappeler quelques souvenirs. On va se replonger en fait maillot par maillot pour refaire un petit peu le fil de ta carrière. Ça te va? Très bien. C'est parti? C'est parti. Pour ce premier maillot, on t'a réservé une petite surprise avec le maillot de l'AS Beauvais qui nous a très gentiment envoyé ce maillot qui est assez iconique, pépite dans son jus, je dirais. AS Beauvais-Oise. AS Beauvais-Oise, pardon. Ouais. Tu fais bien de me corriger. Et c'est pas la seule chose que le club nous a envoyé. Parce que la toute première question de la VAR, c'est même pas moi qui vais te la poser, c'est Gabin, qui est un jeune joueur de l'AS Beauvais-Oise. Très bonne question, Gabin. Qu'est-ce que t'as apporté ton passage à Beauvais? Qu'est-ce que tu gardes aussi de cette époque-là? Disons que ça faisait 3 ans que j'avais commencé le foot. J'étais passé par 2 autres clubs, donc le FC Cofry et le Standard de Montaterre. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, l'AS Beauvais-Oise était le club phare de l'Oise. Je continue de penser que ça l'est toujours, même si le club n'est plus en professionnel. C'était déjà un cap pour moi aussi de pouvoir aller jouer à Beauvais. Et aussi, d'une manière ou d'une autre, même si on était très jeunes, le fait d'arriver aussi dans un club assez structuré pour l'époque, avec un niveau forcément qui était au-dessus par rapport au club où j'avais été auparavant. Donc quelque part dans ma progression, c'était idéal pour moi. Et puis surtout, j'ai fait des belles rencontres parce qu'il y a aussi encore des joueurs avec lesquels j'ai joué à l'époque, avec lesquels je suis encore en contact et même ami pour certains. Non, c'est une très très belle période de ma vie et voilà, j'ai envie de dire que ça m'a permis de passer un palier et surtout ça m'a permis d'évoluer et certainement de pouvoir rentrer à l'INF Clairefontaine qui a été une étape aussi importante dans le début de ma carrière. T'étais déjà milieu de terrain ou t'étais encore attaquant à Beauvais? Non, j'étais attaquant. T'étais encore attaquant. Okay. Buteur. Ça m'a pas poursuivi par la suite, mais je marquais pas mal de buts. Ceux qui se rappellent et ceux qui me connaissent pourraient en témoigner. Je marquais beaucoup de buts. On passe au deuxième maillot. Maillot les couleurs que tu vas forcément reconnaître aussi. Le club de tes débuts, hein, on peut le dire. Hein, le club de tes débuts en pro, fin de formation. T'arrives en 1994 à la Jaunelière. À l'époque, Nantes, c'est l'une des places fortes du foot français, très clairement. Très beau logo, là. Très beau logo avec la Loire en vert, les petites étoiles aussi, pour marquer ce gros palmarès. Donc ouais, c'est l'un des plus gros clubs français à l'époque. Ils sont champions en 1995 d'ailleurs. Et le club est notamment reconnu pour la qualité, l'excellence de sa formation. Et on parle souvent un petit peu de cette école nantaise, de ce football à la nantaise.
Mais toi qui l'as vécu, qu'est-ce que ça signifiait concrètement? Bah, en fait, c'est quelque chose qui te poursuit. Euh, Bien sûr, il y a le terrain, il y a tout ce qu'on va faire à l'entraînement, le fameux jeu à la nantaise, le mouvement, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la passe, c'est-à-dire que c'est l'appel qui déclenche la passe, c'est anticiper les choses, c'est anticiper les courses de ses partenaires, c'est donner des solutions aux porteurs du ballon. Ça m'a poursuivi en tant qu'homme, c'est-à-dire que c'est une sorte de philosophie. J'ai envie de dire, mon passage à Nantes, peu importe ensuite où je suis passé comme joueur, peu importe, on va dire, ce qu'on décidait de faire dans le jeu, c'est quelque chose qui est resté en moi pendant toute ma carrière et qui m'a forcément servi. Des fois, ça peut aussi desservir sur des postes offensifs. On l'a vu à l'époque parce que c'était très très spécifique pour les joueurs offensifs dans les appels. Et on l'a vu, des joueurs qui ont eu un peu plus de mal peut-être des fois, comme Patrice Loco, comme Wedek, comme Reynald Pedros, qui ont eu un peu plus de mal. Par contre, il y a une vraie école des milieux de terrain, des défenseurs aussi, où on a un peu plus de facilité à s'adapter quand on part de Nantes. Et voilà, c'est resté marqué à vie. Je suis pas nostalgique parce que, encore une fois, quand on suit Nantes aujourd'hui, des fois, c'est un peu plus compliqué, même si elle a la parenthèse enchantée avec la victoire en Coupe de France. Et la Youth League. Et la Youth League pour les jeunes. Mais c'est vrai que, le plus important pour moi aussi, c'est pas être dans le passé. Le jeu aujourd'hui, sincèrement, il n'y a pas énormément d'équipes qui jouent bien. Mais au moins, l'importance pour un entraîneur, pour une équipe, c'est d'avoir une vraie idée de jeu. Ça a été un passage incroyable parce que finale de Gambardella, les titres aussi qui sont hyper importants dans une carrière. Et nous, cette génération-là, on a eu la chance en quelques années, on va dire, de gagner 2 suites. Et au début, tu fais pas trop attention à ça parce que t'es en début de carrière, donc tu te dis ça va continuer. Et c'est vrai, quand tu regardes dans le rétro, tu te dis quand même ouais, mais bon, c'est pas donné à tout le monde de gagner des coupes de France, d'être champion de France, donc quelque part c'était une grosse satisfaction de le faire en grande partie avec des joueurs formés au club, parce que ça aussi c'était une force pour nous. Il y avait un temps d'avance énorme par rapport à d'autres, de Siodo à Denouex, de Denouex qui est passé du centre avec les pros. On savait ce qu'on devait faire. On montait d'un étage, on n'était pas perdu. Donc c'était un très très bon souvenir. Et c'est qui le joueur emblématique pour toi de l'école, si tu devais citer un joueur qui représente l'école nantaise en matière de foot, formation? Il y a 2 joueurs en fait qui sont pas totalement de la même génération. En tant que spectateur, parce que c'est la première année où j'arrivais au centre quand l'équipe première a été champion en 95, j'ai adoré Jafet Ndoram, qui était pas à mon poste. Mais comme on dit, ça puait le football, quoi. Il était incroyable. Il s'entraînait pas souvent, Jaff. Mais par contre, Siodo, il pouvait pas s'en passer le week-end. Et c'est dommage aussi, son départ après à Monaco, c'était quasiment la fin de sa carrière, mais il était incroyable. Et après, un autre joueur avec qui j'ai joué et qui est arrivé sur le tard, c'est Eric Carrière. De par son intelligence dans le jeu, la manière aussi dont il est arrivé aussi à Nantes. Et puis il avait un physique qui était pas incroyable, mais donc il savait jouer avec ses qualités, il savait se déplacer, il savait être dans le bon tempo, dans le bon timing. Il faisait jouer les autres aussi. Et quand on arrive comme ça un peu en post-formation, que t'es pas complètement, parce que ça a été son cas, formé à la Jonelière, il a pris le train en marche et il a été un joueur hyper important pour les années nantaises. Si on retrace un petit peu ton parcours nantais, tu fais tes débuts en pro en 95, Coupe de la Ligue. Tu vas remporter 2 fois la Coupe de France. Et à l'été 2000, tu pars en prêt dans un autre club. On a un petit indice derrière, mais et tu arrives quand même sur cette année 2001 à être champion de France pour 8 minutes de jeu. Est-ce que tu peux nous raconter et aussi le rapport à ce titre qui a un petit peu évolué au fil du temps, je crois? Alors c'est une intersaison un peu compliquée pour moi à titre perso, puisque il y a une première année, comme tu l'as dit, où c'est l'éclosion. Pour moi, on découvre le joueur que je suis, bien aidé par le collectif, parce qu'on gagne cette première Coupe de France contre Sedan. Il y a une deuxième année qui doit être celle de la confirmation, qui est un peu plus complexe pour moi. Je joue quand même, mais je joue un peu moins, je suis un peu blessé. Et du coup, je finis sur une deuxième année
où oui, on gagne la deuxième Coupe de France contre Calais, d'ailleurs, où je suis pas dans le groupe. Mais bon, j'avais joué les matchs d'avant. Et donc, mentalement, pour moi, c'était un peu compliqué. Donc, je me pose déjà des questions sur le fait de partir ou pas. Et puis, à l'intersaison, donc, je fais la préparation, je joue le Trophée des Champions. Et puis, sur ce premier match contre Lens, je suis remplaçant. Je le prends pas très bien. Je pense pas avoir raison à ce moment-là. Mais si avec le recul, j'aurais pas agi de la même manière. Mais bon, voilà, c'est logique. T'es jeune joueur. Et finalement, je rentre quelques minutes. Je sais pas, 6 ou 8. C'est toi qui as regardé, donc c'est 8. Et finalement, quelques jours après, je suis prêté à Bastia, à ma demande. À la fin de cette saison-là, Nantes est champion de France. Et pour ces 8 minutes, tu l'as sur ton palmarès. Voilà. Alors, bien sûr que j'étais le premier d'abord à féliciter mes coéquipiers, mais je me suis pas du tout senti concerné par ce titre, sachant que je jouais avec Bastia, que nous aussi de notre côté on avait fait plutôt une bonne saison, parce que je crois qu'on avait été qualifié pour la Coupe Intertoto. Mais avec les années qui ont passé, quand j'ai vu que on m'accordait ce titre par rapport à ces 8 minutes, au fur et à mesure. Quand je devais refaire mon CV, j'ai rajouté cette ligne. Voilà. Donc, je suis champion de France. Mais juste pour cette parenthèse-là, on en parle souvent avec les anciens nantais. Les supporters, alors bien sûr que ceux qui sont hyper assidus, ils vont te dire, voilà, lui, il a joué tant de matchs ou telle année, mais ils ont du mal à dissocier en fait ces générations. C'est-à-dire que pour eux, c'est la génération 98 ou 99, 2001. Peu importe si tu as été là ou pas. Ça reste en gros, c'est ce groupe-là et on parlait avec un groupe, alors je sais pas le pourcentage, mais quand même où il y avait énormément de joueurs formés au club. Donc ça reste, voilà, pour eux, pour ceux qui suivent pas vraiment, ils vont te dire, oui, Piocel, il fait partie de cette génération. On passe au troisième maillot. Allez. T'en as un petit peu parlé juste avant. Là, tu files dans le sud de la France. Climat un petit peu meilleur. Sud de la France. Sur l'île de Beauté. Tu prends donc la direction de Bastia en prêt. Donc, tu vas y rester 5 saisons. Alors, ici, on est à Marseille. C'est là où tu vis, qui est réputée pour être une ville très passionnée. Et toi, tu as souvent dit qu'à Bastia, ce qui t'avait le plus marqué, c'était la passion des supporters. Comment ça se traduisait exactement? En règle générale, j'ai envie de dire, tous les Corses, quasiment, aiment le Sporting, de par rapport déjà au passé. Voilà, il faut savoir aussi que c'est un club qui a aussi existé à travers son épopée en Coupe d'Europe, la Coupe de France. Il y a une vraie histoire. Et puis bon, ça reste une île, donc avec toute son histoire aussi. Il faut vraiment le vivre pour comprendre ce que c'est d'être un joueur du Sporting ou d'être un supporter du Sporting. Et c'est vrai que j'ai adoré l'atmosphère. J'ai adoré l'engouement aussi qu'il pouvait y avoir. Alors c'est vrai qu'il y a eu des années difficiles après quand je suis parti, et là on retrouve de nouveau quelque part un peu comme à Nantes, une nouvelle frange de supporters aussi, qui ont qu'une envie, c'est que leur équipe gagne et à un moment donné aussi remonte en Ligue 1. Voilà, donc ça aussi c'est un état d'esprit, et on le voit et on l'a vu aussi même jusqu'en National 3. Tu as toujours, quand le Sporting se déplace, peu importe la division, tu as toujours des supporters qui sont là. Alors forcément, en termes de division, mais moi, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, quand le club était redescendu en National 3, ils étaient venus jouer, il me semble, à Aix ou à Aubagne, mais il y avait une cinquantaine de supporters. C'est un club à part. Et voilà, ça aussi, c'est un gros souvenir, parce que d'abord pour les 5 années passées, mais aussi au niveau perso par rapport à la naissance de mes filles. C'est vraiment aussi un joli moment de ma carrière. Tu as joué avec des super joueurs là-bas. Essien, Batles, je cite un petit peu pêle-mêle, mais Essien, Batles, Pedros, Florian Maurice, Lilian Lasland, ça c'est mon côté girondin. Attention. Désolé, attention. C'est lequel qui t'a fait le plus kiffer sur le terrain? Pour moi, le joueur par excellence, le top joueur, c'est Michael Essien. En plus, j'ai eu la chance dès ma première année, donc lui venait d'arriver au club, il devait avoir 17 ans, Michael. Et tu le voyais à l'entraînement, c'était un phénomène. C'était un joueur qui pouvait jouer un peu de partout. D'ailleurs, Fred Antonetti
petit à petit, il a inséré dans son équipe et peu importe il pouvait jouer latéral droit, il pouvait jouer dans l'axe derrière, il pouvait jouer au milieu. Voilà, pour moi, ça reste vraiment le joueur pareil. Et puis un mec adorable. Et on a vu d'ailleurs la carrière qu'il a pu effectuer par la suite. Pour la prochaine question, Sébastien, tu connais ce geste? Ah oui. C'est la moitié j'ai une main prise, hein, c'est la moitié de la VAR. Donc l'interview s'appelle VAR, le concept s'appelle VAR. On va revenir sur une décision qui a été importante à un moment dans ton choix de carrière, pour voir si avec le recul, tu ferais la même ou pas. Et tu la changerais éventuellement. Donc on a parlé après ta première saison à Bastia, où tu es en prêt, où tu es d'ailleurs champion de France avec Nantes. Tu as la possibilité de revenir à Nantes. Reynald Denouex, je crois, souhaite que tu puisses revenir. Et toi, tu décides de rester et d'avoir un transfert définitif à Bastia. Donc tu me vois venir un petit peu. Est-ce qu'avec le recul, tu retournes à la maison, entre guillemets, ou est-ce que tu continues de vivre ton aventure corse et bastiaise? Je peux aller voir vite fait les images? Si tu veux, on peut stopper, avoir un petit ralenti, la petite ligne du hors-jeu. J'ai envie de dire, j'ai fait des erreurs dans ma carrière, dans ma vie, comme tout le monde, je pense. Mais s'il y a un regret, c'est pas mon prêt à Bastia la première année, mais c'est le fait de pas être revenu. Ok. Justement après une discussion avec Reynald Denouex, il me semble que c'était au mois d'avril de ma saison où j'étais prêté à Bastia. On va jouer à Nantes donc en championnat et c'était prévu qu'on se fasse un rendez-vous le lendemain pour justement parler et de ma saison et potentiellement de ce que je voulais faire. Et donc la question c'est qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu es encore sous contrat, tu connais la maison, tu connais les principes de jeu. Ouais. Voilà, tu fais une bonne saison. Est-ce que tu veux revenir? J'ai pas donné de réponse définitive à ce moment-là. Mais après, voilà, il y avait une option d'achat pour le Sporting. Donc j'avais la possibilité, parce que le Sporting souhaitait que je m'engage définitivement avec eux. Donc j'ai envie de dire plus par ego, j'ai signé finalement, j'ai accepté le transfert. Mais c'était pas forcément pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que dans ma tête, je m'étais dit bon, ils ont vécu ça ensemble, ils sont champions. Je vais revenir, mais en gros, je vais pas être à ma place. Okay. Mais avec le recul, quand tu te dis que tu as l'opportunité d'abord d'avoir plusieurs compétitions, donc tu sais que tu vas pas faire la saison à 11 déjà. Il y avait eu l'émergence aussi de Mathieu Berson qui avait fait une superbe saison à mon poste. Et tu te dis, j'aurais quand même joué la Ligue des Champions. En tout cas, j'aurais eu l'opportunité de la jouer dans un club qui m'a vu grandir. Avec un public, je pense, qui m'appréciait, qui, je pense, m'apprécie toujours. En tout cas, j'espère. Si après ils vont nous écouter, donc on verra les retours. Et c'est vrai que si j'ai un regret, c'est là, parce qu'après ça change beaucoup de choses. Ce choix-là, si je pouvais recommencer, utiliser la VAR. Tu rentres à la Janelia. Ouais, exactement. Ok. Voilà. On va marquer une petite pause, Sébastien. Et comme à chaque mi-temps, tu connais les petites questions de journalistes. Tu les as forcément croisées dans le couloir ou juste devant les bancs de touche. Alors là, il n'y a pas de journaliste. C'est encore deux joueurs de l'AS Beauvais qui vont te poser deux petites questions. Ils sont présents, l'AS Beauvais. Je sais pas si c'est un signe ou pas, mais ils sont là. Je te laisse découvrir la première question. Consultant, comme toi, tu es sur RMC, comme je suis depuis pas mal de temps maintenant, c'est apporter notre point de vue à nous, justement en tant qu'experts du football, avec notre vécu, pouvoir sur une action en particulier éclairer un petit peu le téléspectateur, quelque chose peut-être qu'il n'a pas vu sur un déplacement. En gros, tu apportes un petit peu ton expertise. De ce milieu-là, parce que c'est en général quand tu commentes un match, tu es toujours avec un journaliste qui lui qui a aussi forcément aussi de la bouteille, qui connaît bien le football, qui a des chiffres, des datas, tout ce qu'on veut, mais la complémentarité, voilà, c'est d'apporter ce petit plus qui fait que on va éclairer une action bien particulière sur un ralenti, ou pourquoi il a fait ci, pourquoi il a pas fait ça, pourquoi il a utilisé telle ou telle surface de pied.
voilà, tout ce qui va être aspect, on va dire, technico-tactique. Ouais. Et voilà, et ça permet aussi de voir beaucoup de matchs. Et ça, c'est vraiment top parce que de découvrir, on en parlait tout à l'heure en off, un peu par exemple, le championnat portugais que j'ai pu découvrir avec RMC, où bah, tu vois des joueurs aujourd'hui qui sont dans plein de grands clubs européens et qui étaient dans ce championnat-là. Donc, mais c'est surtout voir des matchs, voir des joueurs. Puis moi, après, ça reste ma passion. Donc, ah oui, c'est un métier, mais c'est plus un kiff quelque part d'être là. Deuxième question. Ça, c'est une très Qu'est-ce que très tu bonne penses question. du football féminin qui émerge beaucoup, fort heureusement? Alors, je vais plus parler même à la rigueur du football féminin en France, même si déjà, bien sûr qu'il y a une évolution incroyable. Quand je vois aujourd'hui le niveau affiché par les clubs français, par la sélection, ce qui se fait dans les clubs amateurs, les clubs pro, et surtout ce qui va se faire, parce que à un moment donné, quand on voit par exemple Jean-Michel Aulas qui va faire en sorte que le football féminin devienne professionnel, j'ai envie de dire, mais heureusement, parce que à un moment, on avait énormément d'avance sur certains championnats. Je prends l'exemple de l'Angleterre, mais de par un manque de finances ou de reconnaissance, on a pris du retard. Là aussi, d'un côté, il y a cette volonté de mettre le football féminin en avant. On l'a vu à travers la Coupe du Monde féminine. Il y a des moments un peu, on va dire, spéciaux ou ciblés qui font que tu vas avoir plus de licenciés après une compétition et tout. Donc, je pense que très rapidement, on va arriver même sur des divisions, peut-être même 3e division, où on va être semi-pro. Et du coup, il va y avoir une vraie évolution. Et pour parler de Beauvais, notamment parce que c'est deux petites de Beauvais qui me posent des questions. Là aussi, il y a Kader Sanoun qui là-bas s'occupe entre autres de la section féminine et qui en 10 ans a fait un travail incroyable avec quasiment 300 licenciés dans le club au niveau des féminines, une équipe en R1 qui est première de son groupe. Pour le deuxième aspect de cette mi-temps, on est dans un vestiaire, en plus, le lieu est parfait pour ça. C'est aussi la mi-temps, le moment des ajustements tactiques. Et je vais te proposer, comme c'est bientôt l'Euro, de te mettre un petit peu dans la peau du sélectionneur, d'un sélectionneur un peu particulier, de l'équipe de France, évidemment, mais d'un sélectionneur un petit peu intemporel. C'est-à-dire que tu vas pouvoir construire ton 11 type des Bleus, avec, pour chaque poste, le choix entre le titulaire de l'Euro 2000, année du titre, et celui supposé, du moins, qui va disputer l'Euro 2024. C'est un mix, en fait, c'est un mix, tu choisis le joueur que tu préfères. On commence par le gardien de but. Oui. Est-ce que tu choisis Fabien Barthez ou Mike Maignan? J'ai pas dit que c'était facile. C'est dur parce que Barthez, c'était un peu le précurseur dans le jeu au pied. Ouais. Avec Michael Landreau juste un peu après. Et Mike Maignan est très à l'aise aussi. Donc, je vais prendre l'envergure de Mike Maignan. Ok. Voilà, en 2024. Ouais. Pour garder nos buts. Théo Hernandez ou Vicente Lizarazu? Vicente. Ah, Vicente. Là aussi, on est dans des postes où, quand maintenant on parle de piston, on est quelque part, c'est un peu le début, Lizarazu, Roberto Carlos. Donc, tu mettrais Lizarazu aujourd'hui, tu te dis, il dénoterait pas. Je veux dire, il rentrerait parfaitement dans une défense à 5 à prendre son couloir ou à 4. Donc, je vais prendre Vicente aussi pour l'expérience. Marcel Desailly ou Ibrahima Konaté? Et là, le cœur parle, je vais prendre l'ancien Nantais, Marcel Desailly. Évidemment. Laurent Blanc ou Dayo Upamecano? Ah, je sais pas, je vais mettre Upamecano. Voilà, je vais mettre Upamecano. Alors, c'est vrai que Laurent Blanc, c'est aussi la grande classe, mais je vais pas non plus mettre une défense que 2000. Là, je vais mettre Upamecano, puis j'aime bien aussi la progression qu'il a pu avoir. Et si on m'avait laissé le choix, je suis fan de Saliba. J'aurais pu le mettre aussi, mais c'est vrai qu'il a pas encore sa place dans le. J'ai hésité en équipe de France. Par contre, Arsenal, c'est un monstre. Un taulier. Ouais. À droite, Jonathan Klaus ou Lilian Thuram? Ah.
Est-ce que je mets Thuram pour ses 2 buts? Non, je vais mettre Klose parce que pour moi, Thuram, ça reste un défenseur central. Voilà. C'est bien sûr, hein, en équipe de France, il a plus que dépanné. Bon, il a été aussi énorme. Hein, je veux dire, il a fait des gros matchs, mais ça restait. C'était pas un Jocelyn Angloma ou un Willy Sagnol après, par exemple. Et donc, on va dire sur le taf à faire dans le couloir. Alors bon, du coup, on aura 2 latéraux assez offensifs, voilà. Mais ça nous permettra de changer de système au cas où. Peut-être on pourra mettre 3 défenseurs. Il aime bien Deschamps au cas où, voilà. Donc je vais mettre Klose. Didier Deschamps ou Aurélien Tchouaméni? Ah, je vais mettre Deschamps. Alors que j'adore Tchouaméni, mais là, ouais, c'est même pas par rapport à Nantes, c'est par rapport à l'histoire de cette personne en fait. On aime ou on n'aime pas. Moi, on m'a comparé un peu à lui en début de carrière, mais c'était, je pense, dû aussi à l'école nantaise. Ouais. Je pense pas qu'on avait les mêmes caractéristiques. Mais ce gars-là, il gagne tout. De par ce qu'il a fait en tant que joueur, en tant qu'international, en tant qu'entraîneur. Encore une fois, on est à Marseille, donc on s'est beaucoup plaint ici de Deschamps, du jeu, mais bon, le dernier titre, c'est lui qui était là. 2010. Et aussi, ce qu'il fait avec l'équipe de France, il a été champion du monde. Et mis à part le dernier Euro où ça a été compliqué, ils sont là. Ligue des Nations, finaliste de la Coupe du Monde. Il renouvelle ses groupes. Ouais, non, il sait faire. Donc voilà, pour tout ça, et je lui donnerai le brassard. Je veux pas changer pas. Voilà. C'est ça y est. Ça, c'est pour moi le choix le plus difficile. La pression, il me met une pression. C'est pour moi le choix le plus difficile. Antoine Griezmann ou Zinedine Zidane? Donc dans tes 2 milieux là. Ouais. Ah, donc c'est une équipe. J'aimerais bien savoir qui va jouer après. Alors je vais mettre Zidane parce que bon, c'est impossible de pas mettre Zidane dans cette équipe là. En fonction de l'équipe après comment elle va se dessiner, Grisou, tu n'es pas éliminé encore. Non. Voilà. Ok, ça va, on le garde alors. Youri Djorkaeff ou Adrien Rabiot? Rabiot. Pareil, le Snake, bon voilà, un tueur, gros sang-froid. Mais Rabiot, moi j'ai toujours été fan de ce joueur-là, un joueur complet. Gaucher, grand, box to box, puis en plus qui a atteint une maturité incroyable. Turin. Et voilà, je me mets quand même un gaucher là. Voilà, pour l'instant il n'y a pas Griezmann. Non, il n'y a pas Griezmann. Voilà, mais pour l'instant. Mais on l'a gardé un peu de côté. Thierry Henry ou Kylian Mbappé? Ah ouais. Non, j'avoue que peut-être que c'était celui-ci le choix. Ah ouais. Puis en plus Titi c'est mon pote quand même là. C'est. J'aimerais bien voir la compo que tu veux mettre en place parce que quand même là. C'est pas moi le plus tacticien des deux. Ouais. Pareil, je vais mettre Thierry. Si joue, si c'est pour jouer couloir gauche, vraiment couloir gauche, j'aurais peut-être mis Kylian. Ça dépend ce qu'on va me proposer devant. Mais là, pour l'instant, je mets Thierry. Voilà, je mets Thierry. Voilà. Ok. Pour le côté droit, Sylvain Wiltord ou Ousmane Dembélé? Wiltord aussi, mince, on a mis que des potes à toi. Ah ouais, alors là, oui, c'est parce que là, on squeeze les deux, on fait donc, parce que là, voilà, par exemple, j'aime bien ces 2 joueurs. Ouais. Mais j'aurais bien trouvé une petite place ou à Mbappé ou à Grisou dans mon système. Ok. Voilà. Donc, des choix, hein. Ouais. Bon, si c'est vraiment entre les deux, je vais plutôt prendre Ousmane Dembélé. Ok. Voilà. On parle souvent du fait qu'il n'est pas décisif et tout, mais j'en peux plus de ces stats. À un moment donné, est-ce qu'on peut être décisif quand on crée des décalages? Oui ou non? Si c'est le cas, je pense que c'est le joueur le plus décisif parce que quand il a le ballon, il se passe quelque chose, il crée des décalages. Après, c'est vrai que des fois, sur la passe D, on va dire en elle-même, là, donc la dernière passe. Mais est-ce qu'une passe D, c'est vraiment la dernière passe? J'ai toujours été contre. Et après, devant le but, forcément, il doit aussi s'améliorer. Mais dans le 1 contre 1, dans la déstabilisation de défense, c'est monstrueux. Ouais. On peut avoir des questions philosophiques au foot. La passe décisive est-elle la dernière passe? Vous avez 4 heures. Pas facile. Hein. Et pour finir, Olivier Giroud ou Nicolas Anelka? Wow. L'école Clairefontaine. Ah ouais. L'école Touranger.
presque. Ah, j'aurais mis Titi devant, Kylian. Voilà. Tu serais amusé, en fait. Ouais. Ah, je vais pas être objectif parce que Giroud, c'est le meilleur buteur d'équipe de France. C'est aussi un profil qu'on n'a pas en fait, de par la taille, la fameuse planche là. Mais Nico, voilà. Voilà. Mais après, je me fais un petit kiff en même temps. Okay. Je sais les gérer, c'est des amis certains, okay. Donc je saurais faire en sorte. Dans le vestiaire. Non, mais Nico, juste, c'est même pas des anecdotes, mais on était à Clairefontaine ensemble. On a été aussi en espoir. C'est un mec, oui, pareil, décrié parce que peut-être dans la communication, il a pas fait ce qu'il fallait, mais peut-être meilleur que Thierry Henry jeune. Une faculté à éliminer incroyable des premiers appuis. Jamais vu ça. On avait l'impression quand il poussait que le gardien allait pouvoir prendre le ballon, mais toujours son petit crochet au dernier moment. Et puis surtout un mec qui a pas changé en fait, parce que quand tu regardes bien, et Thierry pareil, c'est-à-dire que ces gars-là, ils étaient comme ça déjà à 12 ans, à 13 ans, un ego un peu, voilà, mais c'est ce qui fait la force aussi un peu des champions. C'est comme ça qu'ils ont fait la carrière. Et finalement, Nico, il a jamais changé. Alors ça lui a porté préjudice parce que après avec les médias, on est rentré dans les années 2000 et compagnie. Mais super mec, super joueur. Lui aussi, j'ai pas envie de dire qu'il aurait pu mieux faire parce qu'il a quand même fait des sacrés clubs et voilà. Mais c'est vrai qu'il aurait vraiment pu s'installer. C'est un peu à l'image d'un Benzema. Je suis fan absolu de Benzema, mais bon, il est ni en 2024 et ni en 2000. Non, et c'est peut-être lui que j'aurais installé à la pointe de l'attaque. Mais voilà, ils ont loupé quelques épisodes à cause d'eux peut-être, mais aussi à cause des fois des sélectionneurs, voire de la presse, voire de l'opinion publique. Mais voilà, en tout cas, pour revenir à Nico, super mec, super joueur, donc je le choisis. Même si je trouve que ce qu'a fait Giroud aussi, tout à l'heure on parlait de carrière sur des joueurs qui sont arrivés un peu tard, c'est complètement exceptionnel. On reprend nos maillots un petit peu derrière. On en est au 4e et là on part en Italie. Pas si loin que ça de Bastia hein, finalement. Ouais, c'est loin quand même. Hein. Ouais. Je sais pas si tu as révisé ta géographie, mais c'est tout en bas. C'est un peu le même contexte que j'ai retrouvé là-bas. Ok. Ouais. Mais c'est quand même tout en bas. Voilà. Donc tu vas faire 3 saisons en Italie, donc à Crotone, dont on voit le maillot juste ici, au Hellas Vérone et à la Juve Stabia. Et tu m'as dit que ta signature là-bas avait été assez folklorique. Est-ce que tu peux le raconter un petit peu? Ouais. Alors en fait, on est à l'intersaison 2005. Je suis en fin de contrat avec Bastia. Le club, malheureusement, vient de descendre en Ligue 2. On me propose de re-signer, mais malheureusement, je pense que c'était un moment, il fallait que je parte aussi. Et je reparle encore de Pape Diouf, ça avait été mon agent, pas paix à son âme, mais il gérait plus en fait mes intérêts parce que justement, il était devenu président de l'OM. Et du coup, j'avais plus vraiment d'agent attitré. Et je reçois courant juillet, je discute, il y a un agent italien qui parle un peu français, qui me dit voilà, il y a ton nom qui ressort un peu en Italie. Voilà. Finalement, il m'appelle à un moment, voilà. Donc il y a le mercato, donc qui a lieu à Milan. Donc c'est vrai mercato, le marché à l'hôtel. Chaque club a une chambre en fait où ils peuvent recevoir les joueurs, les agents, tout ça. Et puis ça deal en fait, voilà, ça deal pour signer. Ouais. Et du coup, il m'appelle, il me dit voilà, il y a le club de Sienne qui est en Serie A, qui serait intéressé par ton profil. Qu'est-ce que ça Voilà, il propose, je sais plus, c'est 2-3 ans. Je dis ouais, pourquoi pas. Donc je viens je vais à Milan. Sauf que là, il me dit finalement, je vais te faire rencontrer un autre club. Il s'appelle Crotone. Il y a un des dirigeants, je crois c'est Beppe Orsino, le directeur sportif, qui vient juste d'arrêter d'ailleurs. Et ils sont intéressés, mais je comprends pas. D'abord, le nom, j'avais jamais entendu, et c'est en série B. Alors, il m'explique que la Juve a beaucoup de clubs satellites. D'ailleurs, ils auront des soucis un an après. Et le club de Sienne, qui est un des clubs satellites, a récupéré un joueur de Crotone qui s'appelle Paro, qui joue à ton poste. Donc, finalement, ils vont le faire signer à lui. Chaise musicale. Voilà. Et Crotone cherche un milieu de terrain dans ton profil.
Et l'entraîneur à l'époque, c'est Giampiero Gasperini qui passera ensuite par Gênes, l'Inter et qui est à l'Atalanta depuis un moment maintenant. En fait, je suis surpris, mais je me dis, alors il me propose de venir sur place de suite, c'est-à-dire en gros prendre l'avion pour aller à Crotone pour voir comment c'est, tout ça. Je me dis, je suis pas venu pour rien, donc Sienne finalement ça s'est fermé. J'y vais pas à reculons mais presque, donc je pars avec les agents et je vais à Crotone, voilà, la Calabre. Et donc j'arrive là-bas, je rencontre les deux présidents, c'est deux frères Vrena qui sont encore présidents d'ailleurs et qui me présentent le club, le projet. Et moi j'arrive là-bas, donc je connaissais pas Crotone, la Calabre c'est assez pauvre. Ouais. Je vois le stade Enzo Shida. Bon, je dis pas que Fouriane c'était le plus beau stade de France, mais voilà, 10 000 places, pareil, l'hôpital juste là. Bon, pas tu te dis pas, tu vois les installations, tu te dis pas ici c'est incroyable quoi. Mais comme j'avais été à Bastia avant, de par le centre d'entraînement, tout ça, je m'étais pas habitué non plus au grand luxe. Okay. Et dans le discours, il me présente le projet. Voilà, nous on est une équipe de série B. On a des ambitions, on est un club donc satellite de la Juve. Il y a beaucoup de joueurs de la Juve, des jeunes qui sont prêtés ici. Et d'ailleurs Gasperini, il m'explique un peu le truc. Et il me propose 2 ans de contrat. Voilà, 2 ans de contrat, un contrat très cohérent parce que là-bas c'est net. Donc et je me dis, on est quand même fin juillet, donc t'as des championnats qui vont démarrer. J'ai pas fait de prépa, donc j'ai pas grand chose. J'ai quelques clubs. Je me rappelle à l'époque, j'avais Brest qui était en Ligue 2. J'avais pas grand chose. Les croisés, 3 fois les croisés, à un moment donné, les clubs, ils hésitent. Et donc, je donne ma parole. Je dis, voilà, je vais retourner chez moi et je reviens. Parce qu'eux, ils avaient déjà entamé la prépa et tout. Et après, le président me dira, après, qu'il pensait que j'allais jamais revenir, en fait. J'allais pas. Le seul truc que je dis, c'est que comme je connaissais pas trop, je veux signer qu'un an. On a passé 2 années aussi fabuleuses. J'ai plutôt, pareil, une bonne cote là-bas. Je suis Il Francese. Et d'ailleurs, petite anecdote aussi. Alors, c'est dommage parce qu'on parle de maillot. Mon premier match officiel, je joue avec un maillot Piocelli. Oh. Donc, pas 2 LE, LI. Et j'ai joué un match officiel. T'avais italianisé ton nom. J'ai jamais. Non, mais il s'était trompé. On avait joué quand même. Et j'ai pas gardé ce maillot. Faut qu'on retrouve ce maillot. Voilà, si jamais. Gros défi, gros challenge. Si quelqu'un l'a. Voilà, mais en tout cas, c'est aussi une bonne période. On passe au 5e maillot, Sébastien. Là, on revient en France. On est à l'été 2009, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Dans le sud, pas très loin d'ici. Tu arrives à Arles-Avignon, dans un contexte qui est à la fois un petit peu euphorique, montée de nationale en Ligue 2, mais en même temps un peu incertain. T'as même dit que t'étais arrivé dans un club d'amateurs dans le milieu professionnel. Qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Ah oui. Alors juste parce que tout à l'heure tu as parlé dans mes clubs italiens de la Juve Stabia. Oui. Et ça c'est très important par rapport à l'Avignon. Okay. Pourquoi? Parce que je me retrouve quelques mois avant de signer à l'Avignon au chômage. J'ai pas de club. On est en février d'une saison qui est bien entamée, où j'imagine arrêter même ma carrière à peine 30 ans. D'ailleurs, ma fille voulait que je sois boulanger, mais je lui avais dit que c'était un peu compliqué de changer de métier comme ça. Et finalement, c'est un ami à moi avec qui j'ai joué à Crotone, Soviero, l'ancien gardien, qui me dit, je suis là, je suis dans ce club-là, on est en galère, on a besoin d'un milieu, viens. Enfin, est-ce que tu peux venir? Okay. Et finalement, je suis parti là-bas, pareil, j'ai pris la voiture, pas trop réfléchi, j'ai signé et j'ai joué les 12 derniers matchs de suite de la saison. Et à l'arrivée, grâce à ça, je me suis relancé. Et du coup, le directeur sportif d'Arles-Avignon, qui était Fabrice Bertone et qui est corse, il cherchait avec l'entraîneur Michel Esteban quelques joueurs un peu revanchards, qui avaient de l'expérience et tout. Mais le fait d'avoir joué, c'est même pas trop le contenu de mes matchs, c'est surtout le fait d'avoir retrouvé du rythme et d'être encore dans le jeu, quoi, en fait, a fait que ils ont voulu me recruter. C'est-à-dire que si jamais j'avais pas été là-bas, j'aurais fait peut-être une année blanche. Ouais. Peut-être qu'il se serait dit, bon, même si il a d'expérience, ça fait 1 an qu'il a pas joué, alors que là, c'était un peu différent. Donc, il a été très important pour moi, ce petit passage-là. Okay. Voilà. C'est pas la vraie Juve, mais bon, voilà. À moi, ça m'a apporté pas mal de choses. Et pour revenir à ta question, je suis pas quelqu'un d'exigeant. Voilà. Et puis, je pense que mon parcours fait qu'à un moment donné, d'ailleurs, je l'ai dit, on a la chance d'être footballeur professionnel. Il y en a plein qui aimeraient faire ce métier-là. Donc,
tu peux te plaindre, mais voilà, tu arrives dans un contexte. Le club a fait, il me semble, quatre montées à ce moment-là Mhm. en 5 ans, ou 3 Mhm. montées avec Michel Esteban. Ils ont Donc, changé de dimension, quoi. ils ont changé de dimension, mais ils n'ont pas changé de stade. Ils n'ont pas changé d'infrastructure. Donc, j'arrive là-bas, le club donc monte officiellement sur le terrain en Ligue 2, Mhm. mais ils n'ont pas de stade qui est adapté à la Ligue 2. Ils ont des infrastructures, donc t'as pas de centre de formation, t'as pas de centre d'entraînement en fait. Finalement, t'as le stade de Fournier qui est le stade où ils ont joué en national avec un terrain annexe à côté, mais t'as pas de vestiaire vraiment adapté à ça. Mais t'es en Ligue 2. Et moi, bon, ce que je recherchais avant tout, c'était retrouver la France par rapport à mes filles aussi, Mhm. par rapport à la scolarité, et puis retrouver la France parce que voilà, même si c'est de la Ligue 2. Même mentalement, ça fait du bien de se dire voilà, on va me revoir un peu, Ouais. on revient sur un ego là, à la rigueur un peu plus positif quoi. Et c'est vrai que j'arrive là et bon, on va trembler jusqu'au bout parce que je signe mon contrat, je signe qu'un an, comme Kaba Diawara qui était aussi le joueur Mhm. d'expérience avec moi qui arrive en même temps et Cyril Merville le gardien. Ouais. Je crois que Malek Sherrad peut-être aussi, mais après c'était que des joueurs qui avaient jamais connu la Ligue 2 ou très peu, mais c'était des joueurs issus du national, Ouais. plus petit budget du championnat. Donc tu sais pas trop où tu mets les pieds et puis finalement on part en stage à la Clusa. Pendant ce temps-là, on savait pas si on allait être rétrogradé ou pas, enfin ne pas Ouais. accepter par rapport à la DNCG. Fallait trouver un stade. Finalement, c'est là où Avignon est intervenu. C'est devenu à ce moment-là Arles-Avignon. Et voilà, et puis on démarre cette saison, on sait pas trop où on va. On joue un premier match de Coupe de la Ligue à Laval, au Mans, à Laval, où on en prend 5, je crois, Ok. 5-0 d'entrée. Commence Donc bien. on se dit ça va être dur ce championnat. Et Et finalement, finalement, on vit une année. C'est presque mon meilleur souvenir parce que c'est sur la durée avec un groupe. Il y a cette première finale de Coupe de France, comme j'ai dit tout à l'heure avec Nantes, où c'est un groupe de potes un peu formés au club, donc et puis c'est le premier titre et tout. Mais là, cette aventure humaine, avec le recul aussi, tu te dis, c'est ce qui a fait notre force, parce qu'on est devenu un vrai groupe. Mais on n'était pas du tout déjà programmé pour monter, mais on n'était ouais. pas du tout non plus programmé pour monter au mois de mars. C'est-à-dire que quand nous on a atteint notre maintien. J'ai une nouvelle question de la VAR. Ah. Parce que j'imagine que tu vas avoir un petit peu là où je vais vouloir en venir. Il y a une autre décision que tu prends justement l'été de la montée en Ligue 1 avec Arles-Avignon. Tu as la possibilité, je crois, tu vas me le confirmer, de signer dans un club à l'étranger, en Roumanie, pour jouer la Coupe d'Europe. Là, tu choisis de continuer ton aventure et de vivre ton aventure avec Arles-Avignon en Ligue 1. Est-ce qu'avec le recul, tu vas jouer la Coupe d'Europe ou tu restes à Arles-Avignon en Ligue 1? Non, pour le coup, là, je reste sur ma décision. Tu restes Ouais. dessus? Alors, forcément, je suis dans le club et je suis capitaine, investi, donc je sais des choses que mes coéquipiers ne savent pas à l'intersaison. Donc, c'est un club, à un moment donné, hyper instable, Arles-Avignon, par rapport aux dirigeants. Ouais. Et je sens que ça va pas être facile, la Ligue 1. Pas sportivement, ça, on le sait d'avance. Mais dans les coulisses, il se passe des choses. Tous ceux qui ont fait cette année-là en Ligue 2 et qui, quelque part, ont permis au club de monter, sont pas considérés, Ok. ou très peu. Et du coup, je sais que beaucoup de mes partenaires, on va dire au moins la moitié de l'effectif va pas être conservé. Ok. Voilà. Et surtout, on change de président. Ouais. Et du coup, je me pose des questions à ce moment-là. Est-ce que finalement, j'avais joué les 38 matchs. Pour moi, c'était exceptionnel parce que là, encore une fois, on reparle d'ego, mais on a le droit de. Quelques Il mois y avant, avait une certaine fierté. Il y avait une sorte d'esprit de revanche aussi parce que tu te dis, ouais, on m'a dit, ouais, lui, il était très fragile des genoux. Lui, il avance plus. Et tu te retrouves dans une équipe qui monte, à avoir joué tous les matchs et quelque part d'avoir été avec tes coéquipiers un des cadres de ce groupe-là. Et à ce moment-là, je me dis, il y a deux choses. Pourquoi à un moment donné, j'imagine partir? Parce que je sens qu'il va y avoir trop de changements et que finalement, pourquoi pas aller gagner un peu plus là? On est en fin de carrière, on a le droit de parler d'argent. Je me dis aussi, putain, quel pied de nez de retrouver de la Ligue 1. Alors, c'est même pas un truc inespéré, c'est que j'avais même pas pensé, en fait, à ça. Retrouver la Ligue 1, après l'avoir quitté en 2005, alors personne s'y attendait, moi le premier. Ouais.
finalement, j'ai essayé de rester et je regrette pas parce que ça a été une année très très dure, sportivement, humainement aussi même pour moi dans mon rôle et puis tous les changements qu'il y a eu dans le club à l'intersaison puis ensuite dans la saison, tous les nouveaux joueurs. Et c'est là où je dis souvent que ton meilleur recrutement, c'est de garder tes joueurs. Même si intrinsèquement, tu as des joueurs moins bons, entre guillemets, tu as des joueurs qui se connaissent, qui ont du vécu ensemble, des hauts, des bas. Alors que quand tu changes 15-16 joueurs, même si individuellement, c'est peut-être meilleur, mais tu sais pas comment ça va prendre. Ouais. Eux, ils connaissent pas le contexte. Je me rappelle des Grecs qui arrivent, parce que là-bas, c'était l'auberge espagnole. Tous les jours, il y avait t'avais un Espagnol, un Grec, tu avais tout le monde qui arrivait. À la rigueur, je me mets à leur place. Mais les mecs, ils peuvent pas être à 100%. Ouais. Et c'est ça pour un joueur, 2 joueurs, 10 joueurs. Mis à part quelques-uns qui ont réussi à assumer, comme Kamel Meriem, tu vois, qui a fait quand même plutôt une bonne saison. Sinon, c'était très compliqué. Et nous, entre guillemets, les anciens, ceux qui étaient déjà là, comme je disais, on était moins considérés. Moi, j'étais capitaine d'un navire qui tanguait, et puis finalement, les changements d'entraîneur aussi en cours de saison. Mais peut-être que c'est de ma faute aussi sur certains points. Je me suis trop impliqué aussi peut-être. Et voilà, mais j'ai pas de regrets parce que j'ai rejoué en Ligue 1. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour résumer, j'ai rejoué en Ligue 1 et quelque part, bah, tu boucles la boucle avec le championnat de France. C'était bien. Ok. On passe au dernier maillot. Allez. Juste avant, j'ai une petite devinette pour toi. Oula, ça va rebondir sur ce que tu disais avant. Est-ce que tu savais que tu avais un point commun avec Charisteas, justement, au niveau international, sélection? Au niveau sélection. Ouais, vous avez un point commun, tous les deux. Alors, si c'est en sélection, enfin, ça peut être qu'en espoir. Ah, on est champion d'Europe. Champion d'Europe, ouais. Mais lui aussi en jeune? Non. Ah non, champion d'Europe. Vous avez battu tous les deux le Portugal en finale d'un Euro. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ouais. CR7 en PLS. D'accord. Ouais. Allez. Quel joueur, Charisteas. Quel joueur? Ah ouais, quand même. Mais c'était pas un mauvais joueur. Ouais. Après, dans un contexte, je dis, particulier. Voilà. Donc, on est en 1997. J'ai grandi depuis, quand même. Ouais, c'est vrai. Là, il est sacrément petit. Vous remportez avec l'équipe de France des moins de 18 ans l'Euro en Islande. Un but de Louisa en finale, but en or. But en or, ouais. Et justement, vous battez le Portugal. Et je crois que tu es peut-être l'un des seuls joueurs où c'est pas un club qui t'a relancé, c'est la sélection qui a permis de relancer ta carrière en club, ta carrière professionnelle. Est-ce que tu peux nous raconter, c'est Jean-François Jodard notamment qui te permet, grâce à cet Euro, de relancer un petit peu ton début de carrière? Ouais, alors, du coup, pour expliquer, donc, tout à l'heure, on l'a déjà dit, en 2015, fin 2015, je fais mon premier match avec les pros en Coupe de la Ligue à Montpellier avec Nantes. Et c'était une année donc où je jouais dans beaucoup d'équipes parce que j'étais encore moins de 17, mais je jouais avec la réserve, je m'entraînais un peu avec les pros et j'ai fait beaucoup de matchs. Donc j'étais aussi en sélection des jeunes. Et en fin de saison, donc sur un tournoi en préparation des phases finales des U17 nationaux, je me fais les croisés, voilà, sur une action anodine. Donc pas de fin de saison, les croisés. En plus de ça, c'est la première fois. Beaucoup de doutes, donc je me retrouve blessé à minima pendant 6 mois. Okay. Donc je démarre la saison suivante, donc blessé. Et j'ai pas alors, je dis pas que Nantes ne m'estime pas à ce moment-là, mais simplement j'ai pas encore fait mes preuves. Oui, on sait que j'étais un espoir du club, mais parmi tant d'autres, on va dire. Mais je sais pas encore, voilà, on sait pas à quel niveau je vais revenir. C'est pas comme aujourd'hui au niveau des croisés où tous les week-ends il y a des joueurs qui se font les croisés. Maintenant avec les opérations, on sait pas comment vraiment on va revenir. Alors on n'est pas dans les années 70 non plus, mais voilà, c'est pas quelque chose de fluide par rapport à ça. Et c'est vrai que de par mon passé avec l'équipe de France de Jean-François Jodard. J'avais acquis un statut un peu, voilà, j'étais titulaire dans les sélections de jeunes, et donc logiquement, je suis régulièrement moi en contact avec le staff médical de l'équipe de France. François Brochet, si tu nous regardes, le doc, je t'embrasse. Et du coup, ils regardent mon évolution parce que ils estimaient que j'avais la possibilité, donc ça, les championnats d'Europe avaient lieu en fin de saison d'après, donc
plus d'1 an après ma blessure. Mhm. Donc, voir comment ça allait se passer. Moi, sur ma première partie d'année civile, après mon retour, ça se passe pas si bien que ça avec Nantes. C'est-à-dire que je rejoue pas en réserve, je joue avec l'équipe. Bon, c'était National 3, mais je joue avec l'équipe, la 3e équipe. Je retrouve un peu des sensations. Et puis, de mémoire, ça doit être en février, ils décident quand même de me convoquer parce qu'on était en préparation donc pour l'Euro en Islande. Et finalement, ça se passe bien. J'ai une discussion avec le coach. En fonction de l'évolution, lui, il me dit qu'il compte sur moi en fait. Okay. Donc déjà, ça me rebooste. Déjà sur la fin de saison, j'ai déjà moi un peu à titre perso des objectifs à atteindre. En gros, si je fais le taf, je vais pouvoir faire le championnat d'Europe avec mes potes aussi parce qu'il y a des Nantais. Donc ça me rebooste et finalement donc ça se passe plutôt pas mal la fin de saison. Je suis sélectionné pour aller là-bas. Et bon, titulaire, donc et ce tournoi-là, il se passe parfaitement bien, que ce soit collectivement, puisqu'on gagne le tournoi, ouais. Et en même temps individuellement, puisque je fais tous les matchs, titulaire indiscutable. Et forcément que quand tu rentres à Nantes avec ce statut, même si c'est champion d'Europe jeune, t'es quand même champion d'Europe, tu fais partie des meilleurs jeunes de ta génération, donc c'est pas anodin non plus. Et donc ça m'a relancé complètement, ça m'a redonné confiance aussi. En gros, c'était cette blessure-là, elle était derrière moi et tout, et derrière, alors même si je dis pas que j'ai joué en pro de suite, parce que j'avais même pas encore signé mon contrat pro, mais ça m'a permis de faire une très bonne année, qui m'a permis à la fin de la saison qui a suivi de signer pro, de m'entraîner tout le temps avec les pros. Et ensuite, de démarrer avec l'équipe première. Donc forcément, Jean-François, merci pour tout, mais je lui ai déjà dit. On a fait un bon tour là. Ah, c'est pas mal. J'espère que ça t'a fait plaisir de replonger dans tous ces souvenirs. Merci d'avoir été notre premier invité. Merci à vous d'avoir suivi l'épisode. On se retrouve très rapidement avec un nouvel invité. C'est pas moi. N'hésitez pas. On peut refaire. Parce que comme il y a pas Nîmes, le Pontet, les trucs. On va les retrouver. On va retrouver les maillots et on va retrouver aussi des maillots dont on a parlé tout à l'heure. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve rapidement et n'hésitez pas à nous dire aussi des joueurs qui vous aimeriez que l'on invite et avec qui on retracerait tous ces souvenirs comme avec toi, Sébastien. Merci beaucoup. Merci à vous.